En fait, ça va permettre à tous les réparateurs, quelle que soit la marque qu'ils d'intervenir sur la partie inviolabilité. Alors, dans l'inviolabilité, on va parler d'antivol, donc programmation de clé, par exemple. Et puis, sur certains modèles, ça pourra être la partie ADAS à suivre, puisque c'est des évolutions qui vont se faire par la suite. Donc, en fait, c'est une loi européenne. Hein, donc, les micros, attention. Donc, afin de rendre les réparateurs plus performants et fournir un service adéquat aux clients, il y a un règlement d'homologation, le UE 2018-858, qui a été du Parlement européen, qui a été validé, qui permet à tous les réparateurs, enfin à tout, qui oblige, pardon, je vais y arriver, hein, qui oblige les constructeurs à rendre accessibles toutes leurs informations de réparation. Donc on parle beaucoup du RMI, hein, donc c'est la Repair and Maintenance Information. Mais là, on va parler de la partie CERMI. Donc clairement, aujourd'hui, en tant que réparateur, tout ce que vous faites, vous continuerez à le faire, ça ne changera absolument rien dans votre fonctionnement actuel. Sauf si vous souhaitez avoir accès à la partie inviolabilité. Et là, effectivement, cette certification sera obligatoire. Donc le calendrier de mise en place. Donc sur le premier semestre, il y a eu la création du référentiel et l'accréditation des organismes certificateurs. Donc la bonne nouvelle, c'est que DECRA est avec nous aujourd'hui. Ils interviendront en fin de webinaire et ils ont été accrédités le 20 juin. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui vont vouloir, en tout cas, commencer et vouloir s'inscrire dans cette démarche. L'estimation de lancement de ce dispositif, on pense qu'au 1er septembre, ça sera actif. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez déjà la possibilité d'accéder aux calculateurs sur la partie inviolabilité. Pourquoi? Parce que comme le règlement n'est pas encore entré en vigueur, vous avez forcément accès à des choses que vous n'aurez plus accès dans X mois. Et ça, en fait, c'est des choses qui vont évoluer au fur et à mesure. L'objectif de ce CERMI, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il est de vous rendre autonome. Alors, autonome, vous l'êtes déjà certainement. Mais quand vous avez besoin de déposer un véhicule chez un autre garage d'une autre marque pour faire une intervention liée à l'inviolabilité, ben, évidemment, il faut prendre rendez-vous, il faut déposer le véhicule, le temps d'immobilisation, c'est un compagnon qui va y aller, une dépanneuse, les risques d'accident, circuler avec le véhicule du client. Tout ça, forcément, ça peut engendrer une problématique de sécurité. Donc, l'intérêt pour vous, en tout cas pour ceux qui font beaucoup d'interventions autres marques, alors évidemment, j'intègre tous les carrossiers et les mécaniciens, hein, retour de vol et autres opérations, ça va vous permettre d'intervenir sur la totalité du véhicule. Demain, vous aurez des pièces à remplacer, vous pourrez aussi les télécoder. Alors, comment être certifié homologué CERMI? Il va falloir fournir un certain nombre de documents. Donc, bien évidemment, le titre de propriété de l'entreprise, la liste des salariés à autoriser, les fonctions et responsabilités. L'assurance responsabilité, il va falloir qu'elle soit d'au minimum 1 million d'euros pour les dommages corporels. Alors, c'est un contrat basique, ce montant-là, puisque après avoir un petit peu collecté des informations auprès des assureurs, en règle générale, c'est minimum 4 millions. Donc là-dessus, ça sera assez facile à avoir, en tout cas toute la partie supérieure. L'absence de révocation de l'agrément pour des raisons illicites, vous l'aurez bien compris que
il faut quand même rester dans la légalité pour pouvoir obtenir cette certification. Il faut évidemment une preuve d'activité dans le secteur automobile, une déclaration justifiant d'une activité commerciale légitime, une absence de casier judiciaire. Alors, ça va être la ligne B3 du casier judiciaire, hein, accessible à tous les employeurs. L'existence d'une déclaration de conformité aux exigences et procédures énoncées pour toutes les opérations en rapport avec la sécurité des véhicules. Il est bien évident que tous les garages qui font de la transformation de moteur, désactivation de vannes EGR, réservoirs d'AdBlue et autres choses comme de ces éléments-là, ça sera difficile pour eux, voire impossible, en toute logique, d'obtenir cette certification. Donc ça, c'est pour la partie employeur, enfin entreprise. Là, je vais vous parler de la partie salarié. Donc, bien évidemment, qui n'a pas eu une autorisation antérieure qui a été révoquée, de même qu'une utilisation illicite. Le casier judiciaire vierge, bien entendu, hein, c'est l'entreprise et l'employeur pardon, et le salarié. Donc, qu'il existe un contrat de travail entre le salarié concerné et l'entreprise agréée, hein. Donc, bien évidemment, il faut travailler dans cette entreprise et que le salarié concerné possède une pièce d'identité nationale valide ou un document qui soit équivalent. En termes de process de certification, donc pourquoi c'est de 0 à 5 ans? En fait, la partie 0, ça va être la partie enregistrement, donc la fourniture des documents. Ensuite, ça va être la délivrance du certificat à partir du moment où on a démarré la certification. Donc, création des comptes, DigiIdentity. Donc, ça, c'est pour se connecter au Trust Center qui va vérifier toutes les identités des personnes qui ont demandé l'accès. Dans les 0 à 4 ans, il y aura un audit surprise sur site. Donc là, c'est de la vérification des documents et des process, hein, qu'il y ait bien un OR de rempli, qu'il y ait bien, tous les documents de titre de propriété du véhicule, hein, enfin du client, donc la carte grise, éventuellement une copie de carte grise. Et puis, dans les 6 derniers mois, il y a un audit, encore une fois, sur site. Et là, c'est à la demande du chef d'entreprise pour renouveler en fait sa certification. Dans le cas où il souhaite renouveler, il fait la demande auprès de l'organisme auquel il aura fait appel et ils viendront vérifier que tout s'est bien passé et que tout se passera bien les 6 prochains mois, enfin les 5 prochaines années. Donc concrètement, qu'est-ce qu'un opérateur indépendant? Quand est-ce qu'un opérateur indépendant accède au RMI? Donc là, c'est le classique, hein, vous branchez votre véhicule, l'ordinateur au véhicule, le diagnostic est fait. Donc le diagnostic, c'est éventuellement un codage de clés, une mise à jour de calculateur, une mise à jour ADAS, un boîtier d'attelage ou un codage de nouvelles pièces. Pour faire ces opérations, tout simplement, il faudra, donc comme c'est lié à l'inviolabilité, il faudra être certifié CERMI pour pouvoir accéder en direct aux opérations qui seront demandées. Donc là, l'intérêt, évidemment, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est que ça vous permet de garder votre autonomie et de permettre tout ce qui est accès. Donc ça, c'est le déroulé, hein. Une fois qu'on a branché, donc l'opérateur fait la demande, donc il y a son Digit Identity qui est envoyé au constructeur. Le constructeur vérifie avec le Trust Center, il y a un contrôle du certificat et puis l'échange des données qui ont été demandées. Donc on en parlait, les clés, les antivols, des nouvelles pièces, des ADAS et autres. Donc évidemment, alors le schéma paraît compliqué, néanmoins c'est un claquement de doigts, hein. Vous appuyez sur le bouton, ça va être la rapidité d'accès de votre internet
et puis la rapidité des serveurs, bien sûr, du constructeur quand vous faites votre demande. Mais c'est un claquement de doigts, hein. Donc ça, c'est la partie quand vous êtes réparateur. Et quand vous voulez demander à un fournisseur de services à distance, le RSS, donc même principe, le branchement du véhicule, le contrôle du certificat, le RSS fait sa demande, il contrôle le certificat, puisque lui aussi doit être certifié, et la manipulation est exactement la même. Donc de là, vous aurez toute la partie échange qui se fera, et puis c'est sous forme de jetons, puisque pour le constructeur, ça apporte tout son sens d'avoir un nombre de connexions maximal sur son serveur. Avant, il avait ses réparateurs qui se connectaient au serveur. Bientôt, il aura beaucoup d'autres garages susceptibles de faire ces interventions. Là, je propose à Decra d'ouvrir leur micro et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ça va être le bon moment. Alors, Bonjour, je suis Monsieur Milia, je n'étais pas au tout début de votre conversation. mhm. La question que je vais vous poser, c'est vrai pour les constructeurs, tous les constructeurs, ou c'est nous, le propre constructeur de sa propre marque a besoin de ces références? En fait, c'est une obligation, c'est une réglementation. Tous les constructeurs ont l'obligation d'ouvrir leur accès au calculateur. Donc oui, tous les constructeurs ont cette obligation et à compter du 2e semestre, hein, donc courant septembre, il y aura cette ouverture, de connexion et je vais peut-être laisser, Yves Molly et Karim Adjali qui se sont connectés et je les remercie, chaleureusement de leur présence. Karim, est-ce que tu veux compléter ou je complète? Vas-y, Yves. Je te laisse. Oui, donc sur ce dispositif, comme disait Joao, donc à partir de, alors la date estimée c'est septembre, donc ça peut peut-être être décalé entre septembre et octobre, ça reste à confirmer. Donc à partir de cette date-là, effectivement, la certification service sera une obligation pour pouvoir accéder aux dispositifs de sécurité, ce que Joao appelle l'inviolabilité. Et donc, comme il l'a dit, ça passe par un dispositif un peu à 2 étages. L'entreprise, le réparateur indépendant donc, est agréé à travers les différents documents qui ont été listés par la vérification des différents documents qui ont été listés par Joao. Et s'ajoute à ça pour le ou les personnels qu'il souhaite autoriser, donc une autorisation par personne, toujours soumis au même document, notamment l'extrait de casier judiciaire. Et une fois que le salarié en fait dispose de cette autorisation, on a parlé tout à l'heure rapidement de ce qu'on appelle le Trust Center, en fait, qui est une plateforme centrale qui est liée à tous les constructeurs et auquel vous-même, enfin, vos salariés se connecteront. Et cette connexion donnera automatiquement l'autorisation aux salariés d'intervenir sur les données liées à la violabilité. Donc deux aspects, l'agrément pour l'entreprise et l'autorisation pour le ou les salariés qui seront désignés par le réparateur indépendant pour réaliser les réparations et les entretiens. Il y avait d'autres questions? Oui, bonjour. Régis Casabonne, moi je suis équipementier et je fais des outils de diagnostic pour les ateliers et je vais être déclaré en tant que RSS pour pouvoir réaliser des opérations de remote diag. Euh, je suis aussi dans un bureau d'études, donc il va m'arriver de temps en temps, je vais devoir rentrer un véhicule, moi, dans un atelier qu'on a ici, pour pouvoir faire du diag et vérifier que les dernières mises à jour, mises à disposition par les constructeurs sont valides. Je ne peux pas être et RSS et OI à la fois. Et comment je vais pouvoir faire du diag et valider que les derniers softs des constructeurs est valide ou pas? Alors, vous ne pouvez pas être effectivement sur une même entité juridique opérateur indépendant et opérateur indépendant à distance, RSS.
Là-dessus, le référentiel CERMI en fait comporte une sorte de foire aux questions dans laquelle il est défini que dans ce cas-là, il faut deux entités juridiques séparées, l'une qui va porter la partie opérateur indépendant, donc on va dire réparation en atelier, et l'autre qui va porter la partie prestation de services à distance, donc RSS. Donc effectivement une question qui s'est posée et à laquelle l'association CERMI a fait cette réponse. Et par contre, le RSS ne pourra pas faire de validation. Comment je vais pouvoir valider, moi, que les softs, je sais pas, mis à dispo par PSA, par VAG, sont OK si je ne peux même pas y accéder? Vous avez prévu quand même des dérogations pour les RSS pour avoir ou des jetons un peu spécifiques? Alors, y a pas, non, c'est pas le jeton spécifique, c'est au titre de l'agrément et de l'autorisation. En fait, le RSS demandera également un agrément et une autorisation, dans la mesure où il est amené à intervenir directement ou indirectement sur la réparation et l'entretien. Donc après, il faut peut-être voir, enfin, votre cas spécifique, hein, on pourra en rediscuter, mais vous rentrez à ce moment-là dans le dispositif d'agrément et d'autorisation, mais en tant que RSS et non pas en tant qu'opérateur indépendant d'atelier, directement sur site. OK, très bien. Et une dernière question. Alors, ça va arriver en septembre ou en octobre. À partir de quand on va tous devoir faire la démarche pour, pour être Alors, authentifié et certifié? alors donc, en principe, cette date, donc le CERMI donc reste, enfin, il reste à CERMI donc à confirmer officiellement la date d'ouverture en France. Donc, il devrait être, alors pour l'instant, c'est du prévisionnel, hein, comme l'a dit Joao, donc septembre ou peut-être octobre. Et une fois que ça c'est en place, les constructeurs se mettront au diapason pour du coup en fait conditionner l'accès aux données d'inviolabilité à cet agrément, à cette autorisation de l'intervenant qui devra se connecter pour pouvoir et se faire reconnaître en direct pour pouvoir être autorisé à intervenir. Donc c'est à la fois le CERMI qui est défini la date d'entrée en vigueur et à ce moment-là les constructeurs qui paramètrent les différents accès nécessaires aux données d'inviolabilité. Donc on attend là la confirmation officielle de la date d'ouverture. Mais pour tous les OI et les RSS, il va falloir anticiper cette demande-là pour déjà C'est faire ça. toutes les démarches chez vous. Voilà, c'est ça, tout à fait. L'idée, c'est pour vous, c'est d'anticiper pour pouvoir, si par exemple, imaginons que la date d'entrée en vigueur soit au 1er septembre, pour que vous ayez déjà un dossier qui soit complet et que à la veille du 1er septembre, l'organisme certificateur, il n'est plus qu'à appuyer sur un bouton. À partir de ce bouton-là, en fait, ça va immédiatement en fait, faire une demande d'identification de votre salarié. Enfin, ça va identifier l'entreprise sur la plateforme Trust Center et le salarié. Et le salarié va recevoir en direct, hein, ça se passe en quelques secondes, un QR code à partir duquel il va pouvoir faire toutes les démarches de connexion et à pouvoir accéder sans réserve à toutes les données de l'ordinateur de bord dont il a besoin, et notamment les données de sécurité, parce que on est vraiment basé, cette réglementation, c'est vraiment les données de sécurité, ce que disait Joao, ce qu'il appelle l'inviolabilité. Vous représentez les CAB, ça veut dire que vous êtes déjà prêt et vous pouvez nous auditer, Oui. on peut faire déjà toutes les démarches. Alors, oui, c'est ce que s'expliquait Joao. En fait, on est nous accrédités par le COFRAC, donc on peut d'ores et déjà en fait instruire des dossiers, vous confirmer si on est en capacité, enfin, si votre dossier est complet, si on peut agréer votre entreprise et autoriser vos salariés. Et à partir de là, c'est juste en fait pour nous, ça va être juste en fait à la veille de la mise en place officielle du dispositif, de valider en fait un lien avec le Trust Center et qui vous reconnaîtra de manière automatique. Et Ok. pour les RSS, les documents à fournir sont strictement identiques que pour un OI? Oui, c'est la même chose. C'est le même processus, c'est les mêmes données. Donc, on les a listées tout à l'heure et voilà, on est sur le même fonctionnement. La seule différence entre l'OI et le RSS, c'est dans le processus d'intervention. Du coup, il y aura, comme il y a un étage de plus ou une étape de plus, ça évolue. Mais après, sur le fond, pour obtenir l'autorisation et les agréments, ce sont les mêmes pièces qui sont demandées, qu'on soit OI ou RSS. Donc, je traduis, opérateur indépendant ou
opérateur indépendant fournissant des prestations à distance. Parce que bon, OIRSS, comme s'il y a c'est un peu les acronymes qui sont un peu récents, donc j'essaie de traduire un peu pour que ce soit à peu près lisible et clair. Le délai entre le début de la démarche envers les câbles et la fin, c'est quoi? C'est 2 mois, 3 mois, plus? Bon, je laisse peut-être Karim détailler ça sur la partie opérationnelle. Oui, alors le délai, il est autour d'un mois, mais ça peut aller encore plus vite si effectivement les dossiers sont complets. Donc il y a une étape de recevabilité du dossier. Donc on collecte des pièces, donc Jo les a mentionnées. Et ensuite, en fonction des pièces, si c'est recevable, il y a un inspecteur qui valide la conformité et donc du coup ça aboutit au processus que vous a décrit Yves. Oui, sachant que pour en fait, sur les différentes pièces qui sont listées, en général, ce sont des pièces, soit l'entreprise ou le salarié dispose déjà de ces pièces, pour la plupart. Pour certaines, le chef d'entreprise et les salariés n'ont pas les pièces, les pièces récentes, c'est-à-dire par un extrait du casier judiciaire, mais en fait, ce genre de demande se fait, une demande au casier judiciaire pour un bulletin, donc numéro 3, la demande est assez rapide, parce que vous avez une demande en ligne. Dans notre dossier, on vous explique tout ça avec les liens qui vont bien. Vous avez une demande à faire en ligne et la demande et comment dire, le délai d'obtention du document est très rapide. Tout à fait. Yves et Karim, il y a des questions qui sont posées sur le chat. Oui. J'ai répondu à quelques-unes. J'espère D'accord. ne pas en avoir oublié. Il y a une des dernières questions qui apparaît, c'est est-ce que les codes de taille de clé seront disponibles? Les codes de clé, évidemment, puisque c'est le principe, le clé de la programmation de la clé, évidemment, c'est la base du CERMI. Le code de taille, là, c'est difficile, je ne peux pas encore répondre. Alors, effectivement, on ne pourra peut-être pas répondre de manière précise là-dessus. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'une fois que votre salarié est connecté en tant que salarié autorisé, dûment autorisé, il aura accès à toutes les données pour pouvoir reparamétrer, recoder, enfin, faire toutes les opérations sur les calculateurs sur lesquels il veut intervenir. Donc c'est vraiment l'idée, c'est que une fois que l'entreprise et les salariés sont reconnus, il y a un accès plein et entier à tous les éléments qui permettent de paramétrer, recoder et à toutes les informations nécessaires pour intervenir sur le calculateur. C'est une ouverture complète et large à toutes les informations et tous les éléments qui sont nécessaires. Les démarches, c'est le constructeur qui les fait ou c'est les concessionnaires? Alors attendez, les démarches, quand vous dites les démarches? La démarche pour pouvoir adhérer, c'est les constructeurs, c'est pas l'intermédiaire du constructeur, l'intermédiaire du concessionnaire. Non, pas du alors, tout. Peut-être pour rappel, j'ai dit tout à l'heure, on va peut-être le redire de manière plus précise, le dispositif, il va s'appliquer en fait à un réparateur indépendant. Donc le réparateur indépendant au sens de la réglementation CERMI, c'est tout opérateur qui va intervenir en dehors d'un réseau constructeur, mais c'est aussi un opérateur qui fait partie d'un réseau constructeur, par exemple un concessionnaire, mais qui intervient sur un véhicule qui ne dépend pas de son réseau constructeur. D'accord. D'accord. Okay. Que vont également être concernés, va être considéré comme opérateur indépendant, c'est-à-dire impliqué directement ou indirectement dans les opérations d'entretien et de maintenance des véhicules, des prestataires tels que des clubs automobiles, des fournisseurs d'équipements, de pièces auto, des sociétés qui font de l'inspection ou des essais. Enfin voilà, il y a eu toute une. Alors bien sûr que la majorité des personnes concernées seront des réparateurs, mais c'est un peu plus large que ça, et c'est vraiment toute personne physique ou morale, enfin toute entité juridique, on va dire, impliquée directement ou indirectement dans les opérations d'entretien et de maintenance, avec cette notion d'indépendance. C'est-à-dire qu'effectivement, un concessionnaire qui intervient sur un véhicule de la marque de son réseau, lui, il n'est pas du tout soumis à l'obligation CERMI, puisque de par son statut agréé, il a le plein et entier accès aux données constructeurs. D'accord.
On va Alors, essayer. juste pour reboucler, peut-être pour redire, c'est pas grave, on redit les choses, mais d'une manière différente. Mais ce que disait Joao tout à l'heure, l'idée de la réglementation, ça a été fait pour ça d'ailleurs, c'est comment faire en sorte qu'un réparateur indépendant n'ait pas de frein ou d'obstacle de la part d'un constructeur et qu'il ait accès au même marché qu'un réparateur agréé. C'est ça le but de la manœuvre. Hein. D'accord. Il y a des questions, il y a des mains levées. On va donner la parole à Vincent Nico. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Nico, Société Cotroya, on rénove des calculateurs automobiles. Vous avez évoqué que, par exemple, un réparateur de réservoir à déblou n'était pas forcément concerné, ou dans quel cas est-il? J'aimerais un éclaircissement, s'il vous plaît. Alors, par rapport à ça, il faut bien voir. Alors après, ce cas peut être étudié dans votre cas précis. Et en fait, dans la réglementation, il y a une notion importante, c'est que tout opérateur indépendant qui rentre dans la démarche RMI, il n'a pas le droit et s'engage d'ailleurs à ne pas pratiquer ce que la réglementation appelle des activités commerciales et légitimes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opérateur indépendant, il n'a pas le droit de préconiser ou de proposer des opérations de réparation ou d'entretien qui sont susceptibles d'avoir une incidence négative sur les performances en matière d'émission de véhicules. Donc ça veut dire qu'un opérateur qui proposerait des prestations pour activer ou retirer des dispositifs de maîtrise de la pollution, le système de contrôle des émissions, ou dégrader la performance de ces éléments, ou voilà, n'est pas éligible à CERMI et c'est prohibé, ou encore une prestation qui conduirait à modifier l'unité de commande du moteur, à agir à modifier ou retirer des dispositifs de surveillance de consommation de carburant ou de changement de comptage kilométrique, etc. Donc, en fait, ce type de prestation, alors après, il faut voir, on pourra en discuter peut-être dans votre cas précis, mais En fait, ce ne sont pas des prestations qui sont ouvertes. Enfin, après, là, je ne parle pas de votre cas, je parle de manière large sur cette. Parce que je ne parle pas de. Nous ne faisons pas d'IMO-off ou d'ADBLU-off, etc. Nous, on rénove et on leur donne une seconde vie, si vous voulez. D'accord. A priori, alors on pourra peut-être prendre contact avec vous pour voir précisément ce que vous faites. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous seriez sur de la réparation et de l'entretien, donc soumis effectivement au dispositif CERMI. D'accord, ok. Je vous contacterai. Okay. Je vous propose juste une chose avant de donner la parole à la prochaine personne sur la main levée. Le PowerPoint, il sera disponible sur notre site internet. Donc, si vous avez vos accès adhérents, vous pourrez aller télécharger la visio et le PowerPoint. Donc, n'hésitez surtout pas à y aller. Vous aurez beaucoup d'informations qui ont déjà été intégrées. Alors, il n'y aura pas les questions-réponses, mais il y aura déjà pas mal d'informations. On va donner la parole à Pascal Sigrit. Monsieur Pascal Sigrist, s'il vous plaît. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Bien. Je me permets d'intervenir pour rappeler 2-3 petites précisions qui peut-être, au vu des questions, n'ont pas été claires pour tout le monde. La première chose, c'est que le règlement 18, le règlement européen que Joao a cité tout à l'heure existe depuis 2010, 2011 très exactement, ce qui veut dire que tout simplement, n'importe quel réparateur indépendant a accès à l'ensemble des informations de réparabilité d'un véhicule depuis 2011. À ce titre-là, certains constructeurs avaient bloqué volontairement les accès à tout ce qui permet d'accéder à l'inviolabilité, mais pas tous. Le CERMI, c'est juste un complément de cette réglementation-là, qui cadre en fait cette accessibilité à tout ce qui est inviolabilité du véhicule pour limiter les fraudes, etc. Donc en fait, il n'y a pas de restriction d'accès. Il y a plutôt une ouverture d'accès grâce à ce CERMI
pour toutes les personnes qui, jusqu'à présent, n'avaient pas accès à une reprogrammation, par exemple, d'un boîtier anti-vol ou des choses de ce genre. Et aussi à la reprogrammation ou au télécodage de l'ensemble des calculateurs d'un véhicule qui touchent à l'inviolabilité. Chez certains constructeurs, l'inviolabilité du véhicule est répartie dans plusieurs calculateurs, ce qui automatiquement, jusqu'à présent, bloquait l'accès à tout ce qui était réparation et maintenance de ces calculateurs, que ce soit dans le cadre d'un remplacement de pièces suite à un défaut ou dans le cadre d'une mise à jour de ces pièces-là. Voilà. Je vais en profiter pour apporter une petite précision par rapport à la question de notre collègue de Controlia tout à l'heure. À partir du moment où vous réparez un calculateur d'AD Blue, ce calculateur d'AD Blue aujourd'hui n'est pas touché par l'inviolabilité du véhicule. Donc à partir de là, vous ne serez pas bloqué si vous n'êtes pas CERMI. Vous aurez toujours accès dans le cadre du RMI à tout ce qui est mis à jour et retélécodage d'un calculateur. Là où vous serez impacté par le CERMI, c'est-à-dire cette partie d'inviolabilité, c'est à partir du moment où vous toucherez à des calculateurs qui renferment une petite partie de l'inviolabilité du véhicule. Et ça c'est souvent le cas, par exemple, sur un calculateur de gestion moteur. Là, par contre, vous êtes touché par ce type de choses. Voilà. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais préciser surtout, parce que Joao l'a déjà dit tout à l'heure, mais au vu des questions, je trouvais que j'avais l'impression que ce n'était pas forcément bien clair pour tout le monde. Le CERMI concerne bien cette partie inviolabilité. C'est-à-dire que si vous ne faites pas la démarche pour être autorisé CERMI, vous pourrez continuer à réparer les véhicules et à faire de la maintenance, ce que je vais appeler de la maintenance électronique de calculateurs. Hein. Ça concerne tout simplement des remplacements de pièces. Quand les pièces arrivent neuves, elles sont généralement pas programmées, enfin de plus en plus souvent pas programmées ou pas télécodées, et donc ça nécessite obligatoirement ce type d'intervention. Si on veut redonner le véhicule au client fonctionnel sans passer par la case dépanneuse et aller chez un concessionnaire agréé, mais vous continuerez donc à faire ces interventions-là. C'est uniquement la partie inviolabilité. Voilà. Oui, donc ce qu'on peut peut-être dire et redire et reformuler effectivement pour bien enfoncer le clou, hein, c'est vraiment, quand on dit inviolabilité, c'est l'accès à tout ce qui est données de à tout ce qui est dispositif de sécurité. C'est vraiment donc les deux trucs à retenir, sécurité. Et l'objectif, effectivement, c'est bien de garantir un accès au marché de la réparation qui ne puisse pas, de garantir l'accès à tous les acteurs au marché de la réparation, qu'il ne puisse pas y avoir d'obstacles à la libre concurrence et au libre exercice de l'activité, quel que soit le véhicule sur lequel on intervient et quel que soit son statut, et notamment en tant que réparateur indépendant. On rappelle quand même, je l'ai dit, mais c'est vraiment l'objectif, c'est d'être autonome sur la partie réparation de ces éléments-là. Ça va vous éviter vraiment de déposer des véhicules dans un autre point de vente et de vous permettre de réparer plus rapidement les véhicules. Puisqu'ils seront chez vous, vous aurez déjà toute la partie technique. Ça va valoriser aussi vos techniciens, puisque ça va leur donner une corde supplémentaire à leur arc. Et donc ça, c'est pas négligeable. Il y avait une question de Monsieur Martinez-Guilhem aussi. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Donc, Guillaume Martinez, réseau Boschcar Service. Aujourd'hui, avec Boschcar, on a le système de remote qui nous permet de faire de la reprogrammation de clés, calculateurs, etc. Est-ce que je suis couvert par Bosch ou est-ce qu'il faut que je prenne cet agrément-là? Dans la mesure, là vous serez, non, vous devrez prendre cet agrément puisque pour les interventions que vous faites à distance, ça va concerner des véhicules qui ne soient, vous serez considéré comme réparateur indépendant puisque vous n'allez pas traiter des véhicules qui sont d'un réseau constructeur en particulier. D'accord. Donc oui, la réponse est oui. Merci. Il y a des questions sur le tarif. Yves, Karim. Oui. Karim, peut-être je te laisse. Peut-être prendre le relais là-dessus. Ouais. Alors, le tarif est corrélé au cycle d'inspection. Donc, Joao en a parlé tout à l'heure. Hein, on est sur un cycle de 5 ans.
Sur ces 5 ans, vous allez avoir une inspection documentaire, je ne vais pas revenir dessus, et vous allez avoir également une inspection sur site. Donc le prix est lié à ces 2 prestations-là, donc c'est forfaitisé. Ça tourne autour de 1 500 €, à peu près 700 € sur la première phase et 800 € sur la deuxième phase, en sachant qu'il peut y avoir des coûts additionnels aussi. Donc il faut faire très attention sur le prix, puisque vous pouvez avoir des changements liés à votre activité, du personnel qui part, du personnel qui rentre, et en fonction de ça, ça engendre des inspections. Je donne un exemple concret. Vous avez votre seul salarié qui était autorisé, eh bien votre CERMI n'est plus valable parce que vous n'aviez qu'un seul salarié. Donc il vous faudra absolument intégrer un nouveau salarié. Donc du coup, il faudra nous le déclarer. Donc ça, c'est un changement à nous déclarer. Et du coup, ça sort du cadre du forfait que je viens de vous préciser. Donc voilà, donc, on est sur un forfait de base qui est lié à un cycle de 5 ans. Vous avez l'inspection documentaire et l'inspection sur site. Et à côté de ça, vous pouvez avoir des changements liés à votre activité, du personnel qui rentre, du personnel qui part. Je sais que c'est assez monnaie courante dans l'automobile d'avoir ce turnover-là. Donc là, il faudra bien être vigilant au moment de votre inscription pour déclarer un nombre de salariés suffisant, trouver un équilibre pour ne pas vous retrouver en difficulté et avoir une rupture dans votre certificat. Je ne sais pas si Yves, tu veux compléter des choses par rapport à ce que je viens de dire. Non, tu as dit l'essentiel. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là Oui, pardon, moi j'en ai une. Pour les RSS, on est sur les mêmes forfaits? Oui, puisque la prestation est exactement la même, comme l'a dit Yves tout à l'heure, on vérifie exactement les mêmes choses. Donc on est sur la même logique. Et pas de limitation du nombre de collaborateurs sur le forfait initial? Alors si, donc c'est segmenté. Donc là, ce que je vous ai indiqué, c'est sur un nombre de salariés autour de 2 salariés. Mais le forfait peut augmenter en fonction du nombre de salariés que vous pouvez avoir. Plus il y a de salariés, plus il y a de traitement administratif, en sachant que, Yves vous l'a précisé, on travaille avec un trust center qui lui-même nous facture des coûts. Chaque fois qu'on intègre des salariés, c'est des coûts. Donc ça, c'est répercuté évidemment sur le prix. Et peut-être l'autre point qu'on peut rajouter qui peut faire varier le prix, c'est si par exemple votre entreprise intervient sur plusieurs sites. Puisqu'en fait, lors des inspections, notamment sur site, s'il y a plusieurs sites, on doit aller voir chaque site. Donc c'est un autre élément qui peut, pour certains, faire un peu varier le prix à la hausse. Voilà. Ok, merci. Et peut-être pour répondre, je vois qu'il y a une question, il y aura donc un audit contrôle sur chaque personne avant l'agrément, par exemple, si un employeur de salariés. Oui, en fait, au départ, effectivement, quand on va regarder le dossier, on va faire une inspection unique et dans laquelle on va regarder tout, l'entreprise, les salariés. Donc c'est une seule et même opération, c'est pour ça d'ailleurs qu'on optimise. Mais effectivement, on va regarder les pièces pour l'entreprise et on va regarder les pièces fournies pour chaque salarié, parce que pour chaque salarié, on va devoir vérifier l'existence du contrat de travail, la pièce d'identité, le casier judiciaire. Enfin, dans tous les cas, oui, on vérifie bien les pièces pour à chaque fois, et donc pour l'entreprise et pour chaque salarié. Tout à fait. Au même titre qu'un contrôle, quand vous aviez la possibilité de faire de la clim, vous aviez forcément des contrôles qui avaient été faits ou renvoyer des documents. Donc là, il y aura juste à créer son petit dossier et puis intégrer les documents. Même si c'est des documents qui sont plus complets. J'en profite, Joao, j'ai vu une question, c'est SVP qui gère le Trust Center. Donc le Trust Center, en fait, alors c'est, pour vous expliquer rapidement, donc l'association CERMI gère ce schéma en coordination avec la Commission européenne, et qui regroupe en fait globalement des acteurs de l'automobile, donc constructeurs et fédérations de réparateurs indépendants. C'est CERMI qui choisit le prestataire du Trust Center. Aujourd'hui, ce prestataire, c'est une société qui s'appelle Digidentity. Vous avez vu ce nom-là dans les présentations de Joao. Et c'est une société en fait qui est basée en Hollande et qui a été désignée pour gérer ce Trust Center. Et c'est une société. Alors pour information, c'est une société qui gère depuis de nombreuses années
beaucoup d'applications beaucoup d'applications informatiques sur de la reconnaissance d'identité en ligne. Donc c'est un système assez, enfin une société qui a l'habitude de gérer ce genre de sujets-là. Et avec, enfin, nous, forcément, on l'a testé, hein, et comme je vous disais, ça va très vite, parce que nous, une fois qu'on a validé un opérateur indépendant et ses salariés, on reçoit pour les salariés le QR code qui permettra l'accès. Enfin, c'est même pas en une seconde, quoi. On appuie sur un bouton, ça nous est retourné. Donc, ça sera le même cas quand vous serez connecté avec le serveur du constructeur. Le salarié va s'identifier en une seconde, instantanément. On va voir qu'il est bien, enfin, que son entreprise est bien enregistrée en tant que CERMI et que lui, il est bien enregistré en tant que salarié. Et donc, il aura un accès immédiat aux données. Une question de Thierry Logier. Juste, je suis désolé, je vois encore un truc. Je vois que si on est mobile, point d'interrogation, donc ça rejoint ce que je disais sur le nombre de sites. Si par exemple, vous avez deux salariés qui se déplacent sur 3 sites, dans tous les cas, il faudra qu'on aille voir les 3 sites. Ça, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Je suppose que c'était ça le sens de la question. Monsieur Logier? Plus de questions? Bon, il y avait des questions, mais il n'y en a plus. Alors, juste, il y a Monsieur Logier qui a un problème de micro, apparemment. Vous voulez poser la question sur le chat? Ah tiens, il y avait une précision pour la partie mobile chez les particuliers et autres réparateurs. Chez les particuliers. Là, il faudrait préciser, c'est parce que vous n'avez pas de... C'est un garage, c'est un camion garage que vous avez? Alors après, comme tout à l'heure, c'est peut-être un point. Je gère mes urgences. D'accord. Alors là, on pourra voir votre cas particulier, mais après, encore une fois, tout va dépendre de ce à quoi vous accédez quand vous vous connectez à l'OBD. Alors, les urgences. En tout cas, dans le référentiel CERMI, les prestataires, le type de prestataire peut-être que vous êtes sont bien concernés. Donc, et bon, peut-être qu'après, qu'on regarde précisément avec Karim votre cas particulier pour qu'on puisse vraiment vous. Codage de clé, oui, d'accord, codage de clé, d'accord. Okay. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est vraiment au début du dispositif. Hein, donc, il y a la norme, ce que vous a expliqué Joao et Yves, et ensuite, il y aura les moutons à 5 pattes, et au fur et à mesure, le CERMI va être riche d'expérience pour pouvoir traiter les cas particuliers, notamment ces cas-là. Voilà, sauf erreur de ma part, le CERMI est déjà déployé dans d'autres pays européens. Donc, oui. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur ce type d'opération? Oui, alors en fait, aujourd'hui, on a déjà l'accréditation dans d'autres pays. Je pense notamment à l'Espagne et à la Hollande. On a déjà une activité significative. Les questions les moutons à 5 pattes et les questions particulières, en fait, tous les mois, on fait une coordination avec CERMI justement pour évoquer tout ça. Donc là, ça fait partie des points qui sont, alors pour certains qu'on a déjà identifiés, d'autres, l'échange d'aujourd'hui va nous permettre d'en identifier d'autres. On va pouvoir aussi en parler avec CERMI s'il y a des doutes sur l'application. Donc voilà. Il y avait une question écrite de Cédric. Oui, les garages AD Expert, vous l'avez vu? Oui, j'ai vu. Alors j'y reviens parce que justement c'est là-dessus que je voulais réagir. Donc typiquement, ça c'était une question qui a été posée à CERMI parce qu'il y avait un petit doute. Et pour l'instant, la réponse est parce que là, donc le cas, je suis garage AD Expert. Ce groupe vient de mettre en place une box payante, une cotisation en fonction de la réparation effectuée pour qu'une société interne à AD, qui est un RSS, prenne la main sur notre PC en pass-through et effectue les reprogrammations et autres. Est-ce que celle-ci c'est celle-ci qui est soumise au CERMI ou nous, opérateurs indépendants? Donc, pour l'instant, c'est un des points qui est en cours de discussion avec CERMI. Pour l'instant, on s'oriente vers l'agrément CERMI
et pour RSS et pour le garage. Donc ça a été des choses qui ont été discutées parce que c'était en fait le cas du RSS est un peu particulier. C'est pour ça qu'il y aura sûrement un peu des choses qui vont se presser dans l'avenir, puisqu'en fait le règlement européen au départ, ça vient d'un règlement européen, il ne prévoit que la notion d'opérateur indépendant. D'accord? Et quand CERMI en fonction de ce règlement européen, a créé un référentiel spécifique pour cette certification, il s'est dit, bah, on n'a pas prévu les RSS, donc on va les rajouter. Donc en fait, ils ont été rajoutés après coup. Donc du coup, ça pose aujourd'hui quelques questions de comment on intègre réellement ce RSS dans le CERMI. Mais c'est des points qui sont en cours de précision, et on devrait avoir une vue définitive sur le statut des RSS là, dans les prochains, enfin, ou plus tard dans les prochains jours ou vraiment les tout prochains mois. Mais en tout cas, pour l'instant, la position de CERMI, c'est un agrément aussi bien au niveau RSS qu'au niveau atelier. Et en Espagne, ils doivent faire aussi du remote. Là, c'est l'OI et le RSS. Comment ça se passe pour eux? Oui, alors bah, c'était justement une des questions qui ont été posées dans les remontées, et c'est là que l'association CERMI a tranché ce point-là. Mais c'est assez récent, hein, c'est assez récent. Il y avait encore une phase un peu de flou sur le sujet. Oui, bonjour, c'est José Cabanillas de Decra et je gère aussi l'Espagne. Espagne. Donc, je vous confirme, en fait, les RSS doit être accrédité, mais aussi l'atelier qui est certifié, parce que c'est lui qui est avec la voiture, en fait. Donc, pour lui donner accès, il faut qu'il soit certifié CERMI. Il y a une question de M. Logier. Je suis en France, une pièce n'est pas DRT en France, mais elle est considérée DRT en Allemagne. Eux aussi sont CERMI depuis avril et ils me demandent une certification juste pour commander la pièce. Donc pour l'instant, je suis bloqué jusqu'en septembre, voire octobre, tant que la certification n'est pas en place. Après, ça, c'est la position du constructeur, sachant qu'aujourd'hui, en Allemagne, je crois que oui, donc en Allemagne, le schéma est ouvert. Et après, ça, c'est des positions de constructeurs. En fait, en France, le CERMI n'est pas officiellement ouvert. Et là, c'est conditionné par l'approche du constructeur. Donc là, je ne peux que vous répondre que c'est au bon vouloir du constructeur, à ce stade. On a dit au début qu'effectivement, il y aura forcément un flou au lancement effectif en France, puisque il y a déjà il y a des constructeurs qui ont déjà verrouillé, d'autres qui vont verrouiller, il y en a qui ont laissé l'accès. Donc évidemment, il y a des choses auxquelles vous avez accès aujourd'hui que vous n'aurez plus accès demain pour de multiples raisons, et peut-être qu'après vérification, il n'y aura pas nécessité de bloquer cet accès. Là, on parle clairement de choses qui vont forcément évoluer au fil des mois. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui, en septembre, il y aura probablement des changements et on verra un petit peu au fil de l'eau tous les changements qui vont arriver. Et je vous incite vraiment à consulter nos publications sur le site Mobiliance, puisque vous aurez des nouveautés, enfin des informations dès qu'il y aura des choses importantes pour ce suivi. Alors peut-être on peut. Oui, vas-y, Karine. Non, je reprenais juste la question de Madame Allary. Ouais. Y a-t-il un risque de faire cette démarche et payer tout ceci avec un risque que cela n'aboutisse jamais? Donc, ce que j'interprète, c'est qu'en fait, vous envoyez un dossier, le dossier est incomplet et votre risque, enfin votre crainte, c'est que le dossier n'aboutisse pas. Alors, ce que j'aimerais dire, Joao l'a dit tout à l'heure en listant toutes les pièces, c'est que c'est un processus, dans un premier temps, très documentaire. Et l'inspection, c'est très basique, on a les pièces ou on ne les a pas. Donc, pour éviter ce risque, il faut absolument qu'en amont, vous puissiez préparer votre dossier. Je pense que Mobiliance va communiquer, a commencé à communiquer et va communiquer là-dessus. Voilà. C'est de payer tout ceci et que le CERMI ne soit plus obligatoire ou que la loi se modifie. D'accord. OK. Bon, ça, Yves, je vais te laisser la parole là-dessus. Là, s'agissant d'un règlement européen, pour l'instant, il n'y a
je vois pas, enfin, il n'y a aucune probabilité pour qu'il y ait une évolution de cette réglementation, sachant que cette réglementation, elle est, bien sûr qu'elle est, on l'a vu, hein, elle est portée et par les réparateurs, enfin, et par les instances représentatives des réparateurs indépendants, et par les instances représentatives des constructeurs. Donc, j'imagine mal demain comment dire, cette démarche soit remise en cause. Je vois une main levée. AC, si vous voulez. Oui, bonjour à tous. Juste une Bonjour. précision concernant les pièces DRT qui sont bloquées depuis l'Allemagne. C'est typiquement la réponse à la question qui était posée au tout début. C'est qu'est-ce que je ne pourrais plus faire si je ne suis pas Sermi? Eh ben, avant, le constructeur faisait sa propre gestion dans les différents pays. En France, il était peut-être tolérant, il l'acceptait quand le commande en Allemagne, etc. Or, maintenant que la réglementation CERMI est appliquée, le constructeur applique aussi la réglementation CERMI et il bloque la vente de pièces liées à l'inviolabilité, à la sûreté en réalité. On parle de sûreté depuis tout à l'heure au sens inviolabilité du véhicule. On ne parle pas de sécurité au sens sécurité des biens et des personnes, on parle de sûreté. Voilà, on ne peut plus voler le véhicule. Et du coup, eh ben, le constructeur allemand, vis-à-vis des commandes en Allemagne, bloque les achats en ligne, puisque ça se passe sur son site internet, bloque les achats dès le moment où la personne qui effectue ces achats n'est pas capable de fournir ce fameux token de Digidentity pour pouvoir y accéder. Oui, alors en fait, Voilà. je pense qu'on est, enfin, comme l'a dit Joao tout à l'heure, comme le dispositif, ça fait partie un peu des aléas ou des petits couacs du début de mise en place du dispositif. Puisqu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, le CERMI est officiellement en place dans plusieurs pays européens, donc il va l'être prochainement en France, mais du coup, ça crée un peu un décalage, puisque bah, effectivement, le constructeur allemand auquel vous faites référence, il est dans un pays où c'est déjà ouvert, et quelque part, bah, il considère, bon, il va sûrement un peu trop loin dans son interprétation, mais il considère que forcément c'est ouvert partout, alors qu'effectivement en France, ça l'est pas encore. Donc il y a au départ, il y a ce petit décalage du fait que un certain nombre de pays ont déjà le CERMI qui est ouvert et les constructeurs sont mis au diapason là-dessus. Et dans d'autres pays, ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est un peu, là, malheureusement, dans cette mise en place, c'est un peu des différences entre pays européens dont malheureusement vous pâtissez là avec ce cas. Pour en revenir au prix, tout à l'heure, effectivement, on a évoqué la somme de 1 500 euros. Ramené sur 5 ans, ramené par mois, c'est vrai que c'est un abonnement supplémentaire sur ce que vous avez déjà tous les mois. Mais combien ça coûte de faire déplacer une voiture et puis combien d'argent ça vous coûte pour déplacer cette voiture quand vous avez à faire une intervention ailleurs, en fait. C'est ça la question. Donc c'est vrai que si on part entre 20 et 30 euros, combien ça va vous coûter de déposer cette voiture dans un autre centre de réparation? Donc vraiment, j'insiste sur le fait de la partie autonomie. Ça vous laisse vraiment autonome sur les réparations de tous les véhicules possibles dans vos ateliers. Surtout si vous avez déjà l'habitude de rentrer des véhicules d'autres marques dans votre atelier. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. On arrive bientôt à l'heure de ce webinaire. Il y a une dernière question, je vois. Assez. Votre micro est coupé. Désolé. Il y avait une question que j'ai vue passer. Comment seront facturés les accès jetons par le Trust Center ou les constructeurs? Les jetons sont toujours facturés, les jetons d'accès de téléchargement de logiciels, ça sont facturés par le constructeur. Donc,
le CERMI ne change absolument rien au mode de facturation de chacun des constructeurs, hein. Merci. Juste, pardon, une dernière question par rapport au process que vous avez présenté dans vos slides. Vous évoquez la partie certificat plus PIN code. Ça passe par une application du Trust Center. Enfin, comment concrètement c'est ça. un réparateur peut le faire par lui-même ou via un RSS? Oui, alors en fait, le salarié en fait, quand il recevra le QR code qu'on va lui envoyer, il va en fait aller s'enregistrer sur l'application Digidentity pour le Trust Center. Et à partir de là, ça lui permettra toutes les identifications nécessaires pour aller faire les interventions. En fait, c'est lui qui va être on a d'un côté, bien sûr, l'entreprise qui a l'agrément, le salarié qui a l'autorisation, et c'est le salarié qui va, lui, se connecter et qui va être reconnu à travers son code PIN et son certificat numérique. Et il sera de fait aussi associé à l'entreprise à laquelle il est officiellement déclaré comme intervenant. Donc c'est vraiment il y a un téléchargement de l'application à faire pour cette manipulation à faire pour pouvoir que tout soit bien interconnecté et que le salarié soit bien identifié comme reconnu par le Trust Center. Donc ça veut dire que chaque salarié devra télécharger une application sur un smartphone pro ou perso? Oui, c'est ça. Donc concrètement, ça veut dire qu'il faut à la fois pour un OI et pour un RSS que les collaborateurs acceptent d'installer une application pro sur leur téléphone perso, ou si c'est un téléphone pro, pas de problème. Oui, oui, c'est ça. Et dans le schéma, il y avait le lien avec le RSS. Ça veut dire que le réparateur indépendant se connecte sur la plateforme du constructeur et dit bah non, moi je veux ou je peux pas, j'en sais rien. Et comment il passe la main au RSS concrètement? En fait, alors dans ce cas-là, alors il y a peut-être, alors je vous propose peut-être, il y a un schéma spécifique on l'a pas présenté là dans les slides là qu'on a fait au départ qui étaient généraux. En fait, je vous propose là-dessus peut-être on se mette en contact, on vous donnera précisément le process, le détail du process, et s'il faut, peut-être qu'on le rajoutera éventuellement dans la présentation qui sera en ligne sur Mobiliance. Pourquoi pas? En fait, là, l'idée, c'était ça, vraiment, sera plus, oui. Oui, non, mais c'était l'idée, vraiment voilà, de c'est simplifier oui, l'affichage. oui. Alors, Oui, c'est ça, bien évidemment, tous les process de connexion, ils se feront avec double authentification. Ils se feront avec forcément un téléphone portable, probablement perso. Ça, on en est conscient, hein. Mais c'est vrai que ça implique des choses. Les techniciens qui sont dans des points de vente constructeurs aujourd'hui, la plupart du temps, utilisent leur téléphone personnel déjà pour ces opérations-là. Donc, c'est des techniciens qu'il faudra choisir déjà dès le départ pour se dire, bah, moi, je veux qu'il soit certifié parce que c'est déjà quelqu'un de sérieux dans mon entreprise. Je veux le faire naturellement progresser. Donc, celui-là, il sera normalement pas réfractaire à faire l'utilisation de son téléphone personnel. Alors peut-être juste, même si on arrive à la fin, j'ai vu qu'il y avait des questions, il me semblait important d'y répondre aussi. C'est est-ce que les constructeurs ne bloqueront pas les accès par un prix prohibitif de la connexion? En fait, la réglementation, alors, ne leur impose pas un prix, mais leur impose de facturer un prix raisonnable et qui ne bloque pas l'accès au marché. Donc en fait, en toute logique, le prix de la connexion, on va dire, ne devrait pas être excessif. En tout cas, ils ne sont pas autorisés à bloquer les accès par un prix prohibitif. Et l'autre question, alors désolé, je les prends un peu à la volée, mais est-ce qu'un salarié garde sa certification en changeant de garage? Eh bien, la réponse est non, puisqu'il est en fait, c'est un salarié autorisé pour un garage, une entreprise. Donc, il est associé au garage qui a demandé l'agrément. Il y a une question sur le RGPD, du fait d'utiliser son téléphone personnel. C'est quelque chose qui a été évoqué? Alors, sur RGPD, après, vous avez là-dessus, en fait, je vous disais, là, le Trust Center est géré par une société qui gère en fait de l'identité en ligne, enfin, qui est très rompue à ce genre d'exercice et de réglementation.
Donc, sachant qu'il y a tout un... Alors, après, on ne va pas rentrer dans le détail là, mais si ça intéresse certains, on peut répondre plus spécifiquement. En fait, il y a une logique d'anonymisation et de pseudonymisation des données intégrée à la conception en fait, du Trust Center. Il y a des garanties aujourd'hui réelles, effectives, par rapport à la protection des données personnelles. Ça, et ces informations que je donne, elles sont publiques, c'est en ligne. Voilà, s'il y a besoin, on pourra bien sûr les communiquer, il n'y a aucun souci, et donner les liens qui vont bien vers les documents qui sont en ligne et publics. Alors, il y avait deux questions, une question concernant nos coordonnées et une autre question concernant les dossiers. Donc, je vais pouvoir répondre à ces deux questions d'un coup. Nos coordonnées, vous pouvez les avoir déjà avec Mobiliance, qui va communiquer ces informations-là. Je mettrai un raccourci sur le PowerPoint, comme ça vous permettra directement de vous connecter sur le site de DECRA Certification. Vous voulez que je mette les liens dans le chat, Ouais, merci, oui, merci. Oui, merci José. Merci, vous José. pouvez aussi aller sur notre site internet www.decra-certification.fr où on a une communication dédiée CERMI. Vous pourrez retrouver l'ensemble des informations et vous pouvez faire votre demande de dossier via le site et vous recevrez un dossier. Ou en passant par Mobiliance aussi, c'est aussi une autre possibilité, bien évidemment. Je pense qu'on a fait le tour, mais on a répondu à pas mal de questions. Merci pour votre attention. Et puis c'est vrai que je ne sais même pas si je me suis présenté au début, donc je vais le faire maintenant, il est temps. Donc, Joao Mursa, je suis le chargé de métier pour les agents et indépendants. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence et puis pour ces questions qui vont faire progresser le métier. Merci à tous. Merci. Merci à DECRA. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bientôt.